Donc, autour de la table, Nicolas Marquez. Salut Nicolas, directeur général de l'Institut Molinari. L'Institut Molinari qui, c'est quoi? C'est un peu les sapeurs-pompiers de Paris, si on reprend l'image cramer la caisse. Vous êtes ceux qui essayent... Non, on va dire les installateurs de dispositifs anti-incendie. Voilà. Exactement. La prévention, c'est fondamental. La prévention. Ceux qui essayent de dire... Le détecteur de fumée en disant attention, il y a un truc qui se passe. Attention, ça doit s'arrêter. Et puis Wilfried Galland. Salut Wilfried, stratégiste, Montpensier Finance. Le petit graphe là que je voulais vous montrer. Enfin, je ne sais même pas si vous l'avez à l'esprit... Les dépenses budgétaires du quoi qu'il en coûte sur 2020. Petit quiz. Nicolas, tu as le chiffre en tête Dépenses budgétaires, hein, tu ne prends pas les PGE, voilà. Dépenses budgétaires. Ça fait à peu près 4 points de PIB. 4 points de PIB, ça fait 4 points de PIB, ça fait... Non, 4 points de PIB, ça fait combien 4 points de PIB 80 milliards Ça ferait 80. Ouais. Ah, ben non. Moi, j'ai plus en tête. Toi, tu as plus? Ouais. C'est 49, les mecs. Oui, 4 en dépenses et en non-recettes. Écoute, là, tu as le graphe officiel, Cour des comptes, machin, là. 49 milliards. Enfin, oui, tu as les non-recettes, mais tu as 49 milliards de dépenses budgétaires. Ouais. Et là, l'énergie, si tu prends ce que l'État ne prend pas, donc l'État, enfin, le Castex dit 30 milliards. Il faut que tu rajoutes alors EDF a dit, on en est à 10,5 milliards de pertes d'EBITDA du fait de l'accès régulé à l'énergie nucléaire, donc du fait de ce que EDF doit filer à ses propres concurrents, tu es au-dessus des 40 milliards. Ouais. Quoi qu'il en coûte, donc tout ce que ça implique, tout ce que ça a impliqué de changements profonds dans la façon dont on a regardé la dépense publique, le chômage partiel, enfin voilà. Là, petit à petit, enfin, ça m'a fait un espèce de sursaut. Et je vais reprendre une expression, je ne sais pas si vous la reprenez d'ailleurs celle-là. C'est vraiment l'histoire de la drogue dure. C'est-à-dire qu'à un moment, en fait, ça devient presque naturel de dépenser 40 milliards, 45 milliards pour rien. Parce que là, il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de... Voilà. Compenser les effets... Alors, en l'occurrence, c'est pour compenser les effets matières premières, mais ça ne va rien changer à rien. Enfin, c'est de la dépense transfert de pouvoir pure. Voilà. Transfert de pouvoir d'achat. Transfert de pouvoir d'achat. Mais il n'y a pas d'investissement derrière, il n'y a rien. C'est un transfert pur de pouvoir d'achat. Ça m'a fait, voilà, c'était ma réflexion là depuis. En fait, depuis qu'EDF a donné la nouvelle évolution de ses pertes, sachant que tout cela, c'est un monstre c'est alien quoi. Hein, c'est-à-dire que ça se développe, et c'est vraiment dans un an qu'on saura exactement quel est le coût total de l'ensemble de ces dispositifs. Alors à Molinari, on a une lecture un peu différente. Alors vas-y, dis-moi. On n'est pas trop inquiet par le plan de relance. Et on parle beaucoup de quoi qu'il en coûte, mais c'est avant tout une grande opération de communication. Quand on regarde les chiffres, on a moins dépensé que nos voisins, parce qu'on avait déjà cramé la caisse avant. En fait, depuis 1974, on est en déficit, et on a des marges de manœuvre moins grandes. Un exemple, qu'est-ce que ça a coûté à l'État en dépenses et en moins de recettes? Ça représente 10 points de PIB en France. Le FMI le calcule, et le calcule de façon homogène pour tous les pays. De quoi tu parles là, Nicolas, 10 points de PIB? Alors encore une fois, 10 points de PIB, 200 milliards. Ouais, les dépenses de soutien contre Covid et les dépenses et les moindres recettes, c'est 10 points de PIB, donc 200 milliards en France. En moyenne, dans les grands pays occidentaux, c'est 15 points. Mais je ne sais pas où tu vas les chercher, ces 200 milliards. Ah oui, tu prends les 100 milliards du plan de relance alors à ce moment-là. Ah bah oui, d'accord. Et c'est très bien suivi par le FMI. Et on voit très bien qu'en France, on a communiqué sur le quoi qu'il en coûte, mais en fait, proportionnellement, par rapport à nos voisins, par rapport aux États-Unis, par rapport au Japon, on a moins dépensé. Parce qu'en fait, la caisse, pour reprendre ton expression, elle est déjà cramée. Elle pose déjà problème depuis bien longtemps. On a fait beaucoup de prêts, mais moins d'aides. Ouais. Toute une série de voisins ont baissé structurellement de la fiscalité. Alors nous, on a fait une bonne décision qui était de baisser de 10 milliards les impôts de production, qui sont des impôts coûts fixes et qui sont des impôts problématiques en cas de crise.
Mais la bonne logique, ça aurait été de les baisser de 35 pour s'aligner sur la moyenne. Repartons pas sur les impôts de production, parce qu'en plus, derrière, on parlera des retraites. Mais reste sur tes 200 milliards, là. Donc, en fait, c'était normal, dans un pays comme la France. Non, mais bien sûr, c'est normal. Je ne te parle pas du plan de relance. Non, je te parle de ce qui se passe maintenant. Et ce qui se passe Moi, c'est maintenant que ça m'a fait. C'est-à-dire, c'est maintenant pour rien. Parce que le plan de relance, c'est un plan de modernisation de l'industrie. C'est un plan dont on peut espérer à un moment tirer les fruits et avoir une croissance potentielle et une productivité de l'économie française qui s'améliore. Non, moi, c'est ce qui se passe maintenant et là, je te suis. Et qui passe comme une lettre à la poste. C'est dingue. Mais il faut regarder les résultats des entreprises. Alors, c'est un peu technique, mais les excédents nets des exploitations, des entreprises françaises, c'est 16%. En moyenne, dans l'Union européenne, c'est 26%. Ça veut dire que nos entreprises, elles dégagent moins de résultats, elles ont moins de marge de manœuvre pour absorber les chocs. Donc il y a deux logiques, où on continue à faire ce qu'on fait maintenant, un problème, une aide, et on est rentré dans un monde chaotique, où les crises s'additionnent, on n'est pas encore sorti de Covid, qu'on a la crise énergétique. Tu as raison. Où on change de logiciel, et on se dit, on arrête d'aider spécifiquement quand il y a un problème. Par contre, on met la fiscalité à un niveau compétitif ou médian par rapport à nos voisins. Ouais. Et on n'y est toujours pas. On est en train de baisser la fiscalité, l'impôt sur les sociétés, mais l'impôt sur les sociétés, il ne nous intéresse pas en temps de crise, parce qu'en temps de crise, quand les résultats disparaissent, l'impôt sur les sociétés disparaît. Le vrai problème, c'est la fiscalité coût fixe qui ne se contracte pas. Alors, je ne vais pas reciter le nom des impôts de production, parce que tu vas me dire que tu en parles tout le temps. Mais en fait, on a créé une fiscalité, comme le dirait Nassim Taleb, qui est fragile. On crée de la fragilité. Taleb, vous savez, le signe noir, tout ça écrit, c'est sur comment on crée de l'antifragilité. Nous, on a créé de la fragilité. En fait, nos entreprises sont des assureurs de l'État. Ailleurs, l'État est l'assureur des entreprises. Chez nous, la fiscalité est designée pour procurer toujours le même résultat pour l'État, pour les collectivités locales et pour les caisses de sécurité sociale. Donc, c'est normal d'aider. Et nous, on appelle de nos voeux la fin de ces aides en alignant la fiscalité sur la moyenne européenne. Et ça, c'est fondamental. Tant qu'on ne le fera pas, on aura des patchs. Dès que surviendra une crise, il faudra baisser le prix de l'essence, le prix de ci, le prix de ça. Et à ce moment-là, les entreprises ont plus de fonds propres, de réserves pour encaisser elles-mêmes les chocs. Je trouve très intéressant dans ce que dit Nicolas, c'est qu'on fait le choix aujourd'hui de ne pas traiter des problèmes de structure, qui sont des problèmes de structure fondamentale de la dépense publique française, en gros. C'est-à-dire combien on dépense et comment est-ce qu'on le dépense. Et donc, par rapport à ça, par rapport à ce dossier qui est extrêmement important, on en est réduit à ne traiter que l'urgence. L'urgence, c'est effectivement de faire en sorte que les feux sociaux, en l'occurrence, s'éteignent pour justement se gagner du temps qui, normalement, ce temps-là, doit être utilisé pour traiter le problème important. Le problème, c'est comme effectivement, comme tu l'as si bien souligné, les crises s'enchaînent, on n'a jamais le temps d'aborder les trucs de structure. Et donc, on va d'urgence en urgence. Et j'ai l'impression que c'est finalement un choix collectif. C'est-à-dire qu'on refuse l'effort nécessaire, l'assaise nécessaire à un moment donné, de dire effectivement, on va souffrir pendant quelques temps, mais c'est pour se restructurer et se solidifier pour pouvoir aborder les crises futures dans un meilleur état. Et je pense que la société, aujourd'hui, n'accepte plus la moindre notion d'incertitude. À chaque fois qu'il y a une incertitude, d'un seul coup, il faut qu'il y ait quelqu'un, donc l'État, qui soit tout de suite le garant de l'incertitude. Et donc ça nous empêche d'avoir le temps nécessaire pour traiter les problèmes de fond. Ça, c'est véritablement un sujet et qu'on voit même se profiler dans le paysage politique français. C'est-à-dire que on a l'impression qu'on, normalement, à chaque grande élection, il y a cette espèce de respiration qui dit, voilà véritablement les sujets qui sont importants, donc on va traiter les sujets importants, au moins pendant 1 ou 2 ans. Et ce temps-là est en train de se réduire de plus en plus. Même dans les campagnes électorales, on traite de sujets qui, effectivement, c'est le pouvoir d'achat. Donc quand on dit le pouvoir d'achat, c'est les transferts, c'est le prix de l'essence, etc. Et ça pose un véritable sujet. Donc je suis heureux, on en abordera tout à l'heure, qu'on mette au moins sur la table le sujet fondamental, structurel de la quantité de travail via l'âge de départ à la retraite. Ouais. C'est beaucoup plus complexe que ça, mais enfin au moins c'est un paramètre important. Ça peut permettre à un moment de dégager justement des marges de manœuvre. Mais ça ne suffira pas tant qu'on n'a pas fait le travail de l'autre côté qui dit à quoi sert l'État,
quelles sont les dépenses, non pas l'efficacité de la dépense publique. Moi, j'entends cette espèce de mantra depuis quelque temps, il faut que la dépense publique soit efficace. Bah oui, c'est pas absurde. Non, le sujet, c'est pas d'abord l'efficacité. D'abord, c'est où est-ce qu'on met l'argent. C'est pas est-ce que l'argent qu'on met est efficace. C'est quoi le périmètre. Ah, je suis pas d'accord. Et une fois qu'on a défini le périmètre... Ah, moi, je suis pas d'accord du tout. Là. Le périmètre, je m'en fous à partir du moment où c'est efficace. C'est le contraire. La problématique, c'est que tu n'as aucune limite de périmètre dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si tu dis c'est efficace, dans ce cas-là, à un moment, tu peux aller très 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 loin, et donc tu vas avoir ta problématique de structure de dépenses qui va se poser à un moment. Tu vas forcément cramer la caisse, même si c'est super efficace. Mais non, si c'est efficace, tu crames pas la caisse. Si c'est efficace, tu as de la rentabilité. Efficace par rapport à quoi? Par rapport à une rentabilité. Efficace par rapport à ce que fait le privé. La dépense publique, sa légitimité justement, c'est son efficacité par rapport au privé. Jamais la question dans ces termes-là. Termes-là, jamais. C'est est-ce que l'argent qu'on met, en fait, on ne va pas trop perdre à la fin. On ne le pose jamais en termes de comparaison. Jamais. Il n'y a jamais quelqu'un qui s'est posé la question de savoir véritablement sur des sujets aussi divers que la santé, l'éducation, la production d'un certain nombre de biens et services essentiels. Dans quelles conditions est-ce que le privé peut bien travailler sûr, plus si tu parles mais parce que tu parles d'un périmètre naturel, on va dire, pour l'État. Et donc il faut à un moment donné se reposer cette question-là, ce qui n'est pas du tout le paysage d'aujourd'hui. Ça m'inspire une autre réflexion. Alors, vous êtes plus... Je ne sais pas si vous avez connu ça, vous, les pubs, chasser le gaspille. Oui, si, bien sûr. 75, 76, vous êtes encore 79 et tout. Et moi, je me souviens de je revois la 79, pub. j'avais 10 ans. Je revois la pub du gars qui met un pull. Enfin, vous vous souvenez de cette histoire? Le gars met un pull. C'est un discours, j'ai l'impression, qui serait impossible à tenir aujourd'hui, en fait. Impossible de dire, on commence à l'avoir un peu, et justement, il y a des réactions très fortes là-dessus en disant, mais non, mais c'est pas à nous de faire les efforts, quoi. Non, mais je vais aborder un sujet qu'on rabordera, hein. Mais chasser le gaspille, quand on regarde les dépenses publiques, le premier sujet, c'est les retraites. Oui, mais on y va après sur les retraites, Nicolas. Finissons sur cette facilité. Parce que donc, le gouvernement, mais même dans l'univers médiatique, même mes confrères, c'est-à-dire, je lisais ce matin, Bruno Le Maire, il ne s'agit pas d'un nouveau quoi qu'il en coûte, etc. Mais bon Dieu, prends les chiffres, regarde où on en est. Enfin, alors on a découvert l'arbre à pognon, c'est quelque chose de phénoménal. Forcément, maintenant tout est. En fait, les ordres de grandeur depuis la crise Covid, les ordres de grandeur ont totalement changé. Ouais, c'est ça. Voire même nous, on avait peut-être d'abord avec la crise des gilets jaunes. Hein. Il y avait eu d'abord un premier. Il avait lâché 10. Non mais il faut s'en souvenir. 10... Il avait lâché 10 milliards. 17. Toi, t'as en tête, j'ai 10 moi. Bon, enfin bref, 17 milliards. Et on avait dit, quand même, 17 milliards les gilets jaunes. Waouh. Et là, c'est anecdotique. Mais déjà, on ne raisonnait plus. L'unité, c'était plus le milliard. C'était 10-20 milliards. Parce que sinon c'était pas cohérent. Là, ensuite, on est passé. Donc, ça, c'était la première étape. La deuxième étape, c'est on est passé à la centaine. Quand on n'atteint pas le 100 milliards, objectivement, on n'est pas super sérieux. Voilà. C'est comme les levées de fonds, c'est ce que je disais à un start-upper hier. À moins de 100 milliards, t'intéresses personne. Voilà. 100 milliards de levées de fonds, c'est beaucoup. Et c'est pas du structurel. C'est-à-dire qu'on ne traite pas les défaillances structurelles, qui sont la fiscalité, on ne la remet pas aux normes, et ça, on peut concevoir que ça coûte, parce que c'est le vrai investissement. Quand vous remettez aux normes votre fiscalité, par exemple, si vous baissez massivement les impôts de production, au début, il y a un manque à gagner, et il faut se donner le temps d'avoir les recettes qui reviennent, parce que l'attractivité se développe, parce qu'il y a moins de chômage, et donc ça, c'est typique un business plan, c'est typique un investissement. Ça, on ne le fait pas assez. Avec ces déficits, on finance de la dépense courante. Ouais, exactement, c'est ça. Ce qui n'est, on va l'espérer, pas le cas des 100 milliards du plan de relance. Enfin bon, moi j'ai quelques exemples. Dans les 100 milliards du plan de relance, où là, tu es vraiment sur quelque chose d'efficace et de structurel. Il y a des choses efficaces. Alors, le plus efficace, c'est la baisse des impôts de production. C'est ça qui a le plus de levier. Mais pas seulement, Nicolas. Mais non, quand il suffit, je l'ai raconté 2-3 fois, ils sont venus ici, c'était formidable. Quand tu donnes, mais vraiment donnes 200 000 € de subvention à une petite entreprise industrielle de traitement de surface pour qu'elle robotise complètement son processus, c'est aussi efficace. Oui. Et à mon avis, sans doute plus que de baisser les impôts de production, parce qu'au moins, tu es sûr de ce qu'ils en font le pognon. Mais ça, on pourrait le faire autrement. C'est-à-dire que si on leur laissait plus de résultats,
ils n'auraient pas besoin de subventions pour robotiser leur processus. Et c'est une anomalie de penser qu'à chaque fois qu'il y a un truc intelligent à demander à un chef d'entreprise, il faut mettre en place une subvention. Le chef d'entreprise, il est censé être intelligent en amont. Il est censé savoir faire ses calculs et il n'a pas besoin d'un guichet à aide et d'un guichet à taxe qui essaye de contrebalancer les effets pervers créés par le guichet d'en face. J'avoue que c'est inattaquable. Mais c'est vrai que c'est tellement beau, les structures administratives. C'est félicité à chaque fois. Attendez les gars, l'esthétisme de l'usine à gaz que nous pratiquons. Je veux finir avec mon histoire parce qu'on est tellement donc rentré dans un espèce de cycle complexe à suivre et complexe. C'est qu'on en est donc là au syndicat d'EDF, donc les syndicats d'EDF, la CGT, va attaquer le gouvernement à Bruxelles pour son actionnaire, mais surtout pour aide illégale d'État. C'est-à-dire, la CGT, normalement, c'est le temple de la dépense publique que tu peux... Enfin, vas-y, voilà. Et là, non, aide illégale d'État. Les syndicats d'EDF vont essayer de porter donc, le dossier de Bruxelles. Je sais pas si vous partagez, moi, c'est le sujet qui m'obsède. Enfin... je vous rassure, tout va bien quand même, hein, mais quand même, quand je réfléchis à l'état de notre pays, on a déjà parlé en début de semaine, ce titre du Figaro, il faut protéger EDF de la hausse des prix de l'électricité, m'a semblé la quintessence du désastre industriel de notre pays depuis 30 ans ou 40 ans. EDF, ça doit faire 30 ans que c'est des décisions. Disons qu'on n'arrive pas, c'est global d'ailleurs dans l'économie, hein, mais on arrive très difficilement à penser le temps long. Et on y arrive de plus en plus difficilement. Et donc, à un moment, on se retrouve face à des murs qu'on a vu se rapprocher inéluctablement, mais pour lequel on se disait, c'est l'horizon. Donc l'horizon, en fait, on a beau s'en rapprocher, en fait, il s'éloigne au fur et à mesure qu'on avance. En fait, non. C'était pas l'horizon, c'était réellement un mur. Et le système énergétique, européen et français en particulier, là, on voit véritablement, maintenant, face à un événement, Nicolas avait totalement raison de souligner, qui met en lumière notre fragilité, tout à fait, parce qu'on n'a pas investi suffisamment avant, d'un seul coup, la fragilité, elle ne se voit pas dans des circonstances qui sont des circonstances, on va dire, du quotidien, sans choc. Quand d'un seul coup il y a un choc, c'est là où vous vous rendez compte que votre construction, y compris votre construction financière d'ailleurs, est fragile. Avant, ça ne se voit pas. Il n'y a pas de problème. Avant, tout le monde gagne, en fait. Dans des conditions, pour reprendre pour filer la métaphore financière, dans des conditions de marché haussier, tout le monde gagne. Mais bien sûr. Donc tout le monde est heureux. C'est le moment où on a un choc. Quand les vents sont porteurs, même les dindes peuvent voler, disent les Anglais. Exactement. Voilà. Exactement. Et rien que cette image me met en joie. Non, j'ajoute juste un truc parce que, et je te donne sur le désastre EDF, attention, responsabilité première des dirigeants d'EDF, on va dire, qui ont suivi Pierre Gadonex, sans doute Henri Proglio, un affrontement mais fratricide, absurde, idiot contre Areva, contre Anne Lauvergeon, la perte de contrats très importants à l'international qui aurait permis de maintenir, de soutenir en l'état cette filière électronucléaire, nous aurait pas emmené dans le mur. Alors en Finlande, oui, on y était, mais sans doute pas à Flamanville, avec des coûts qui ont été tels et une explosion de coûts tels que ça a fragilisé les fonds propres d'EDF. Voilà, c'est aussi une cascade de décisions. On l'ajoute évidemment, comme tu le dis très justement, décisions du côté de l'actionnaire autour de l'Arenh, de la fermeture de Fessenheim. Enfin, on pourrait les multiplier, de la non-prise de décision. On pourrait les multiplier. Voilà, c'est cette tempête parfaite qui fait la situation dans laquelle on est. Mais Wilfried a raison, on a un État qui prétend être stratège, mais qui ne pense plus le temps long. Le seul endroit où l'État pense encore le temps long, c'est l'armée. Parce que les militaires, ils savent très bien qu'un équipement comme un porte-avions, ça dure X années, et qu'il faudra Y années pour le fabriquer. Et donc, si on s'y prend pas 15 ans à l'avance, on a un problème. Et ils raisonnent en termes de rupture capacitaire. Ils cherchent à avoir l'équipement qu'il faut, la formation qu'il faut, et ils voient long. Parce qu'ils sont à la fois régulateurs et opérateurs. Dans tous les autres domaines, l'État a perdu sa vision globale. On parlait d'EDF, on peut parler en règle générale de l'État actionnaire, qui fonctionne beaucoup plus les entreprises dont il est actionnaire que ne le fait le marché. On passe son temps à gloser sur la rapacité des dividendes. Des dividendes, du marché, des fonds de pension ou autres. Mais le pire actionnaire en France, c'est l'État.
On le voit très bien. Les domaines... Qui force parfois les entreprises à s'endetter pour payer du dividende. C'est ahurissant. Mais l'État, en fait, pour que nos auditeurs comprennent bien, il n'a pas de comptabilité patrimoniale. Donc il va forcer l'entreprise à s'endetter pour payer du dividende, et ça va améliorer ses comptes. Un autre exemple, l'État n'a quasiment pas de réserve. Le fonds des réserves des retraites, créé par Jospin, ça devait faire 120 milliards, ça fait moins de 30. Et l'État le vide pour se faire des recettes de poche, alors que c'est placé à long terme et que ça rapporte beaucoup plus que le coût d'endettement. Et une partie de nos problèmes viennent de ce fait que la comptabilité de caisse, qui a été designée en 58 et améliorée depuis, la comptabilité de l'État, c'est une comptabilité de caisse. On regarde ce qui rentre, on regarde ce qui sort, on ne regarde pas si on s'est appauvri ou pas. Il n'y a pas de bilan. 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 En fait, c'est... de temps en temps, mes copains profils m'ont dit arrête Nicolas de dire ça. Je dis la comptabilité de l'État, c'est la comptabilité d'un prof libre de sa première année. D'un prof libre, d'une profession libérale. Ouais. Oui, d'un indépendant, tout à fait. C'est aussi naïf. Mais l'indépendant, il apprend à faire des comptes. Ah, puis il a un comptable qui lui dit attention monsieur, vous savez, vous aurez les charges à payer l'année prochaine là-dessus. Hein. Voilà, exactement. L'État, il est incapable de penser le temps long. Je vous donne une autre anecdote, mais je sais qu'on va en repartir. C'est les retraites. Il a démonté ses caisses de retraite en 1853. Il va falloir qu'on y aille sur les retraites, parce que... Sinon, il y avait les impôts de production aussi. Voilà. C'est les deux sujets stratégiques de la France. Hein. Mais bien sûr, on ne peut pas parler de compétitivité si on peut bien sûr, mais bien sûr. Bon ben voilà. Non, mais je voulais juste, puisqu'on avait un peu de temps aujourd'hui, faire mon couplet sur le désastre EDF. Et franchement, enfin... protéger EDF de la hausse des prix de l'électricité, je ne savais pas qu'on en serait là un jour. Avant d'aller, juste un mot, est-ce que vous avez vu, après on va aller sur le virage monétaire et puis sur les retraites, mais avant la pause, vous avez regardé un petit peu l'histoire de la taxe carbone européenne. Pour la première fois, le climat devient... Ça a été, bon, il y a tellement de choses effectivement qu'on n'a pas forcément le temps d'en parler. Il y a peut-être quelque chose d'important là qui se joue, même si on a fait une émission là-dessus d'ailleurs. Anaïs Voigilis nous a expliqué avec beaucoup de précision les effets pervers, forcément des effets pervers. J'y vais très très vite. Hein. Donc une taxe carbone aux frontières, notamment sur l'aluminium et les barres d'aluminium. On n'a pas voulu imposer les produits transformés, genre une automobile. Parce que visiblement c'est trop compliqué à calculer l'impact carbone d'une automobile. L'effet pervers, nous dit Anaïs, c'est que si les barres d'aluminium, elles sont imposées à l'entrée de l'Union européenne, le donneur d'ordre va avoir tendance à assembler l'ensemble en dehors de l'Union européenne. Donc l'aluminium, il ne va jamais rentrer, enfin, il ne va jamais passer les frontières de l'Union européenne. Et le produit fini, mais donc qui risque d'accélérer notre désindustrialisation, lui, il passera les frontières de l'Union européenne sans taxe carbone aux frontières. C'est clair comme... voilà. Bon... Oui, absolument. Il y a forcément des effets de bord, voilà, forcément des effets de bord, mais il se passe quand même quelque chose. La phrase de Bruno Le Maire, pour la première fois, le climat devient un déterminant des relations commerciales internationales. Oui, je pense que c'est clairement quand même un pas en avant. On peut quand même dire que c'est un pas en avant. Je trouve aussi, oui. Et c'est un pas en avant qui est d'autant plus important que on voit depuis le 24 février et depuis l'invasion de l'Ukraine que ce sujet-là a quand même eu tendance à décaler quand même très fortement dans le rang des priorités. Bien sûr. Et avec en plus des décisions parfois, par exemple de l'Allemagne, qui sont totalement aberrantes. Là, je lisais ce matin que l'Allemagne avait effectivement décidé de relancer sa filière de centrales à charbon. Mais elle n'a pas le choix. En fait, à la place de prolonger ses centrales nucléaires... Alors, là-dessus, parce que je connais un peu le sujet, j'arrive pas à y voir clair. T'écoutes Orano, t'écoutes Knorre, il te dit on peut. Moi, j'ai beaucoup discuté, je l'ai dit ici, avec Isabelle Kocher sur les centrales belges. À un moment, tu peux plus prolonger, en fait. C'est-à-dire, c'est quand même des réacteurs nucléaires. À un moment, t'as pas fait les travaux qu'il fallait au moment où il fallait. Tu n'as plus les équipes pour faire tourner la machine, pour entretenir la machine, pour maintenir la machine. Alors, franchement, je ne sais pas sur quel pied danser là-dessus, mais ne croyons pas que tu prolonges une centrale en claquant des doigts quand tu avais prévu de la fermer à la fin de l'année. C'est pas en claquant des doigts, mais le choix fondamental qui est de dire, de toute façon, je ne me repose pas la question. Si, ils se sont posé la question, Wilfried. En tout cas, il y a encore des centrales nucléaires en Allemagne, et donc c'est quand même beaucoup plus facile, à partir du moment où vous en avez encore, de dire je vais me reposer la question de continuer à en avoir, même si à un moment donné j'ai un...
Non. Écoute, sur l'Allemagne, je ne sais pas, je suis catégorique sur la Belgique. Ouais. Et la Belgique, elle doit fermer plus tard que les centrales allemandes. Et là, vraiment, Engie a fait preuve d'une grande transparence depuis un long moment, parce que c'est ça qui était très intéressant. C'est qu'Engie, donc encore à l'époque Kocher, disait aux Belges, attention, le mouvement que vous enclenchez est irréversible. C'est comme ceux qui nous disent aujourd'hui on devrait rouvrir Fessenheim. Non. Un peu plus. Ouais. C'est irréversible. Voilà. Oui, mais tu peux pas revenir en arrière. Le temps, c'est exactement ce que disait Nicolas. Il faut X années pour remettre en état le truc. X années. Mon problème, c'est ça. Mon problème, c'est le temps long. C'est-à-dire qu'en fait, la seule question que se sont posées les Allemands, c'est est-ce que je peux tout de suite dans cette optique-là, relancer mon nucléaire. Ils se sont fermés aujourd'hui, en tout cas dans ce que je lis, la possibilité dans X années de retrouver cette capacité. Et effectivement, il faut des investissements. Mais non, ils se disent simplement, je vais relancer tout ça. Donc, pour revenir à la question de la taxe carbone, je trouve que c'est une bonne chose, d'abord d'avoir un mécanisme de régulation par les prix, plutôt qu'un mécanisme de régulation par la réglementation, par les interdictions, par les normes. Ça va quand même faire beaucoup de bien. On est dans des zones économiques qui se fracturent de plus en plus et dans lesquelles aux frontières desquelles il y a de plus en plus de murs. Donc il faut qu'au minimum à l'intérieur, il y ait de la fluidité pour compenser la fluidité qu'on n'a plus à l'extérieur. Je pense que ça, c'est quand même très très important. Et donc avoir ce pilotage par les prix, ça me paraît une très bonne chose. Maintenant, il va falloir effectivement voir à la marge comment est-ce que... Tu as toujours des effets de bord. Voilà, comment est-ce qu'on pilote ça. Nicolas, comment est-ce que tu as regardé ça ? Oui, et puis il faut regarder la globalité, parce que la taxe carbone, on parle de 1 milliard pour toute l'Union européenne à horizon 2026. On a nos taxes, nous, en France. Et le débat aujourd'hui, c'est l'essence. Aluminium, engrais, ciment, acier, voilà, il y a 5 éléments. Ouais. Acier vert, on a déjà notre couche de fiscalité. On parle beaucoup de l'essence, sur l'essence. Oui, mais là, tu retrouves un peu... Il y a 44 milliards. Là, l'idée, c'est de remettre justement de la compétitivité. Oui. Vu notre fiscalité, c'est d'imposer un peu de cette fiscalité aux autres. Oui, d'accord. On partage la fiscalité au lieu de l'imposer exclusivement aux Européens. Donc ça, c'est un aspect positif. Après, il y a tous les effets de bord qu'on évoquait. Il y a une grosse négociation très complexe parce qu'en fait, la taxe, quand on la regarde d'un point de vue économique, on se dit mais comment ils sont arrivés à ça ? Mais en fait, elle est designée pour passer les fourches codines de l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce. Tout à fait. Il y a une grosse complexité interne parce que les intérêts en Europe ne sont pas homogènes. Wilfried parlait des Allemands. Les Allemands, par exemple, ils ont une industrie automobile haut de gamme très très développée. Ce n'est pas les mêmes intérêts que l'industrie automobile française qui est plus moyenne gamme. Donc il y a toute une série de contraintes. Et effectivement, pour Bruno Le Maire, pour les autorités européennes, c'est une expérimentation qui va dans le bon sens. Bon, je vous avoue que nous, T'es dubitatif. Non, parce qu'il y a aussi cette idée, mais là encore, elle est sur le papier pour l'instant, mais cette idée, tu parlais d'1 milliard, effectivement, c'est très très peu, ce qui sera perçu au titre de cette taxe carbone pour l'instant, mais cette idée que ce qui est perçu au titre de la taxe carbone aux frontières permet ensuite de soulager les publics européens les plus fragiles des taxes qu'imposera forcément la transition énergétique au sein de notre continent. Je vous avoue qu'on applaudirait si on était capable de concevoir de l'allègement de fiscalité en Europe. Et un fléchage précis, direct. Ouais. Le fléchage, c'est plus ambigu. Parce qu'à la fin, quand vous raisonnez, il y a des gens qui disent qu'il faut que les taxes soient affectées. Les taxes écologiques aillent à l'écologie. Ça pose pas mal de problèmes, parce que la dépense publique, elle est globale. Personne ne veut financer la justice, l'armée et la police, mais c'est quand même nécessaire. On le voit dans le monde chaotique. Ce sera nécessaire d'investir plus dans ces domaines-là. Donc si on rentre dans des logiques où chaque taxe populaire est affectée, à la fin, vous n'avez plus rien pour financer le moins populaire. Tout à fait. On marque une pause.